On parle beaucoup des risques et du danger d'un lancement de fusée pour les astronautes comme pour les équipes au sol. Néanmoins, on parle très peu des risques de l'industrie spatiale sur les civils. Même si en Chine la sécurité pour la population s'est améliorée ces derniers temps, depuis à peu près 1 an et demi, il était vraiment très risqué d'habiter dans certaines provinces. Historiquement, l'accident le plus violent reste le crash du 15 février 1996 d'une longue marche 3B qui devait placer en orbite le satellite américain Intelsat 708. Dans les faits, la fusée a dévié de sa trajectoire immédiatement après le décollage, puis elle a heurté un village voisin, tuant 6 personnes. Selon l'enquête, l'accident était dû à une défaillance du système de guidage du véhicule, et après ce drame, on a tout de même vu que la fiabilité des fusées de longue marche s'est considérablement accrue et qu'aucun autre échec de mission s'est produit avant 2011. Néanmoins, même si les missions n'échouent pas, des accidents peuvent se produire lors des lancements. Je pense particulièrement à celui de janvier 2018 d'une longue marche 3B, oui encore, qui avait pour but de déployer en orbite moyenne 2 satellites Beidou. Alors la mission a été un succès, mais le problème n'est pas là. En effet, après séparation, un des boosters d'appoint de la fusée s'est écrasé pas très loin d'une zone habitée, au cœur de la province du Guizhou. On parle tout de même ici d'une zone située à plus de 200 km du site de lancement de Xicheng, ce qui n'est pas rien. De plus, à l'impact, en raison de la présence d'un fond d'ergol dans les réservoirs, les villageois ont pu assister à une explosion du booster. Mais heureusement, aucune personne n'a été tuée ni blessée par ce booster. Et ça, c'est le plus important. Malheureusement, des accidents similaires, il y en a plein, dont l'accident de juin 2018, où le premier étage d'une longue marche 4B, qui a décollé depuis Xicheng, s'est écrasé après séparation dans le village de Nucheng, se situant dans la province du Guizhou. Donc personnellement, je pense que les assurances habitation doivent coûter plutôt cher dans cette province. Par ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que le site de Xicheng est l'un des seuls en Chine à se situer en pleine forêt, proche de villages habités. Mais face à ces enchaînements d'explosions proches de zones habitées, les autorités locales ont commencé à avertir la population des zones à risque avec des dates se référant aux missions spatiales tirées depuis Xicheng via des papiers postés chez les habitants. Néanmoins, ces retombées d'étage ne plaisaient pas forcément à l'entreprise nationale La Casque et surtout aux ingénieurs qui ont apporté un système de guidage via parachute dès mars 2020 permettant de contrôler le retour sur Terre de ces débris de la CZ-3B. Mais même si en Occident on ne connaît pas ce type d'accident, vu que la plupart des aires de lancement se situent proches de la mer, ce qui permet de limiter les risques, le danger lié au lancement n'est pas toujours structurel. En effet, l'un des points les plus importants, c'est que certains lanceurs, comme quelques CZ chinoises et Proton russes, utilisent un ergol extrêmement toxique du nom de diméthylhydrazine asymétrique, surnommé aussi UDMH. Alors un lanceur employant de l'UDMH est très vite reconnaissable avec sa fumée orange qui s'en échappe. Ce qui est à noter, c'est qu'elle reste nocive pour l'environnement comme pour l'homme, en raison de sa classification d'éléments probablement cancérigènes. Ainsi, imaginez la catastrophe sanitaire lorsqu'une fusée de ce type explose proche d'un village. Par ailleurs, avec les lanceurs de nouvelle génération, la Chine va abandonner ses fusées à l'UDMH pour privilégier d'autres ergols beaucoup moins nocifs, comme le RP1, l'hydrogène ou encore le méthane. En France métropolitaine, on risque presque rien en ce qui concerne les accidents de ce type. Par contre, nous ne sommes jamais à l'abri d'une chute de débris provenant d'un segment d'une fusée effectuant une rentrée atmosphérique incontrôlée au-dessus d'un territoire habité au lieu d'un océan. Alors ici, certains penseront au risque lié au premier étage de la CZ-5B qui a tendance à effectuer ce type de manœuvre, mais le dernier incident de ce type qui s'est produit reste celui d'une rentrée incontrôlée d'un second étage de Falcon 9 dont des débris ont été retrouvés par des civils chez eux. Mais depuis quelques semaines, je regarde la série Station 19 d'ABC sur Disney+, avec ma copine. Alors bon, jusqu'à là, vous en fichez certainement, mais il y a un épisode qui m'a énormément intéressé. En effet, lors de l'épisode 7 de la saison 3, la Station 19 intervient pour ce qui serait un crash d'avion. Néanmoins, en cherchant de potentielles victimes, le lieutenant Herrera trouve des débris ne ressemblant pas du tout à des éléments d'un avion. Puis tout à coup, une civile nous apprend qu'il y a un groupe de Jones qui bosse pour le milliardaire qui souhaite emmener des gens sur Mars. Bon, on est d'accord, nous ne sommes pas idiots. On a vite compris que cette intervention est en réalité liée à un accident d'une Falcon 9 de SpaceX. Néanmoins, vu l'ampleur des dégâts qui restent plutôt minimes et les trajectoires des missions de Falcon 9 depuis Cap Canaveral comme depuis Vandenberg, ici, il s'agirait plus d'une entrée incontrôlée d'un second étage de Falcon 9, comme vu tout à l'heure. En plein centre de Seattle, le plus gros danger reste la chute des débris, et même ceux de petite taille, car en effet, vu la vitesse de chute, une collision avec un passant pourrait être très mortelle, même si le débris est minime. De plus, un phénomène de ce type pourrait même causer des accidents routiers dû à une déconcentration accrue d'automobilistes observant ce phénomène au lieu de regarder la route. Mais bref, revenons à la série. Toujours dans le même épisode, l'un des pompiers de l'équipe, qui pense toujours que l'on parle d'un crash d'avion, va s'approcher d'un élément plutôt reconnaissable, un COV.
Pour rappel, les coves sont de petites bouteilles qui servent à stocker de l'hélium froid, employé pour maintenir une pression optimale dans les réservoirs d'ergols. Et finalement, le danger le plus commun pour un cove, c'est qu'il pète et rebondisse avec la différence de pression sur un humain, et je pense que si un humain se prend un cove, je pense qu'il n'y a plus d'humain. Bon, par la suite, le pompier fait tomber son extincteur dont l'impact avec le sol provoque une étincelle enflammant des résidus d'un combustible qui pourrait être du RP1, soit du kérosène, donnant lieu à une explosion qui blesse gravement le pompier en question. Bon, pour conclure, même si cet épisode tient en partie de la fiction, on n'est jamais à l'abri de catastrophes presque similaires. Bien évidemment, pour se prendre un débris sur la tête, il faut vraiment ne pas être chanceux, mais attention, le principal danger lié à un lancement de fusée n'est finalement pas le véhicule en lui-même, mais la curiosité de l'homme. On voit souvent des Américains en train de filmer le ciel car on y voit un lancement de Falcon 9 tiré depuis la Californie, tout en conduisant. Ainsi, face à une rentrée atmosphérique incontrôlée, eh bien cette manie de filmer en conduisant sera toujours là et on imagine les potentiels accidents qui peuvent se produire sur la route. Néanmoins, sur ce même axe de curiosité, on a bien vu qu'en Chine, les civils prenaient de grands risques en s'approchant de la carcasse d'étage alors que des vapeurs du DMH étaient toujours présentes. Alors il est vrai qu'en Chine, les villageois s'approchent rapidement des débris pour les récupérer puis les rapporter aux autorités dans l'objectif de gagner un petit peu d'argent, mais la prise de risque reste plutôt énorme. De plus, s'approcher d'un cove ou de débris de fusée n'est jamais une bonne idée en général, car dans un crash d'un véhicule spatial comme lors de quelques essais de Starship, on a bien vu que les équipes ne pouvaient pas intervenir de suite sur l'aire de lancement dû à la présence de potentielles poches de méthane extrêmement inflammables. Mais en soi, peu importe l'accident, eh bien cette formation de poches de gaz reste toujours possible, même lorsqu'on parle de chute de débris. En somme, les risques d'un accident de fusée en France restent minimes, mais des mesures de sécurité sont à prendre en respectant bien évidemment des distances avec des débris ou des carcasses d'engins spatiaux qui ont pu tomber au sol. Par contre, avec l'ascension des lanceurs 100% réutilisables comme avec Starship, Super Heavy ou Terran Air, les accidents spatiaux risquent de se multiplier. Avec les essais du Starship, nous ne sommes pas à l'abri d'une perte de contrôle du Starship lors de la rentrée atmosphérique, entraînant une chute de débris plutôt importante au sol. De plus, comme pour le malheureux accident de la navette Columbia, une dislocation du Starship suite à un problème de bouclier thermique lors de la rentrée n'est pas impossible et donc la méthode de récupération la plus sécurisée serait celle d'un atterrissage sur une plateforme en mer telle que Phobos et Deimos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Matt sur Mars, allez bye.